Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on réfléchit sur l'actualité ambiante. Et comme à chaque semaine, je ne suis pas seul à faire ça, j'ai toujours quelqu'un d'extraordinairement extraordinaire. Et cette semaine, ça fait exception, on a quelqu'un d'ordinaire, mais qu'on apprécie beaucoup, Joanie Riendo. Salut Joanie! Bonjour Pierre! Non, mais vous me dites tout le temps qu'il faut du tyrambique quand je vous présente. Là. Ben j'aime bien. Ouais. J'aime bien, moi. J'aime bien me dire que je suis ordinaire, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une grande. Je suis juste quelqu'un qui est heureuse de partager mon opinion puis de discuter avec toi de Tu as pris le temps de réfléchir, de suivre ça durant la semaine. Merci à toi d'être là encore. On a l'habitude de commencer avec des bonnes nouvelles. Cette semaine, on va commencer avec une nouvelle plutôt triste. On a un octogénaire à Dolbeau-Mistassini qui a été retrouvé à l'extérieur de l'endroit de sa résidence, etc. Et là, il est décédé, en fait, là, parce qu'il faisait des très grands froids, d'ailleurs, la semaine passée. Il serait resté entre 3h, 3h30 à l'extérieur. Donc, Il a quand même été retrouvé dans un état d'hypothermie avancée à une dizaine de mètres de l'entrée de la résidence. Ça rappelle quand même... Ça rappelle une situation où la mère de Gilles Duceppe est décédée de cette façon, sur son balcon, parce que la porte s'était refermée de sécurité. C'est quand même une grosse question à se poser sur le fonctionnement au niveau de la sécsécurité des différentes résidences pour personnes aînées. On veut que ça soit sécuritaire, on veut que pas n'importe qui puisse entrer, mais là, ça crée d'autres problématiques. Il faudrait trouver une solution, je ne sais pas. Bien, tu sais, là, aujourd'hui, le coroner embarque dans la recherche parce que le monsieur est décédé que dernièrement, suite à... On a fait des tentatives, mais à 81 ans, à hypothermie sévère. C'est difficile. C'est très difficile avec les grands froids que nous avons connus. Est-ce que des solutions technologiques pourraient être intéressantes? Ça, c'est quelque chose que le coroner va pouvoir proposer, mais ça reste quand même un problème complexe. Pourquoi cette personne-là, à cette heure-là, en plein milieu de la nuit, est sortie? Puis que personne s'en est aperçu, là. Et que personne s'en est aperçu. Que personne s'en soit aperçu, je serais pas étonnée parce qu'il ne faut pas oublier que dans les résidences pour personnes aînées, la nuit, le personnel est réduit. Il n'y a pas personne à l'accueil, il n'y a pas personne... Oui, mais il n'y aura pas une manière de faire. Et quand, par exemple, dans cette période-là de la nuit, quand une porte rouvre, on se fait avertir, parce que ça existe, là. Tu sais, des portes avec des... On le sait, mettons, tu vas arriver à un endroit... Ils vont te dire sortie de secours seulement. Si tu sors par là, bien, ça déclenche une alarme. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas créer un système qui nous permettrait de savoir quand une porte est ouverte à. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on veut infantiliser nos résidents? Ben non, mais moi, là c'est parce qu'on a encore le grand débat entre liberté individuelle et sécurité collective. Mais je pense que là, quand on est rendu là, moi, je pense que la sécurité collective est primordiale. Bien, je pense aussi qu'avec les différentes technologies, par exemple, d'avoir une porte à puce. Donc, ça pourrait être aussi simple que les résidents aient leur propre puce, comme dans certains bureaux que les gens rentrent avec la puce. Mais ça si donne une sécurité. Sors parce que, je sais pas, moi, tu as un problème de santé mentale, l'Alzheimer, je sais pas ce que le monsieur avait, mais là, tu le fais, tu prends pas ta carte, ça règle pas le problème. Moi, je pense qu'un système où, entre, mettons, minuit et 6 heures du matin, quand il y a une ouverture qui se fait, bien, on le sait automatiquement... Il doit y avoir un agent de sécurité la nuit ou quelqu'un qui s'en occupe. Là. Attention, là, ce que je vais vous donner, c'est quelque chose d'extrême, mais en même temps qu'il ne l'est pas. Comme les bracelets Médicalertes, il y a aussi la possibilité d'avoir des bracelets avec une puce qui reste sur la personne. Donc, c'est pas seulement besoin d'une carte. Donc, ça pourrait être quand même un outil qui peut être utilisé auprès des personnes qui sont en perte d'autonomie. Qui sont Mais je pense pas que c'est plus ou moins infantilisant que ma méthode. Bien, ça permet à la personne qui se retrouve coincée de pouvoir prendre son bracelet puis débarrer sa porte. Donc, ça donne cette occasion-là. C'est pas juste « j'ai oublié ma clé », tu l'as toujours sur toi. Oui, mais ça règle pas, par exemple, quelqu'un qui a un problème d'Alzheimer, par exemple. Bien, les problèmes d'Alzheimer, présentement, les personnes sont souvent plutôt enfermées. Ils viennent débarrer la porte après. Donc, tu sais, c'est pas la même réalité, là. C'est parce que si une personne a été capable de sortir de la résidence dans ces heures-là, c'est pas pourquoi elle n'a pas été capable de rentrer. Non, mais pourquoi elle est sortie aussi? Puis comment elle a pu sortir? Je sais pas. Tu sais, il y a plein de questions, en fait. On va voir ce que le coroner nous dit, là, mais
Moi, je vois des solutions assez simples là, dans ma tête pour régler ça. C'est sûr que ça demande des investissements au niveau des maisons pour personnes âgées ou en perte d'autonomie. Est-ce que cette personne-là est en visite chez des gens puis elle n'a pas été capable de rentrer? Est-ce que cette personne-là était dans la résidence, est sortie, puis elle n'a pas pu rentrer? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais la première chose que j'ai oublié de dire, c'est toutes mes condoléances à l'ensemble de la famille de cette victime. Absolument. On parle beaucoup de la situation, mais il y a une famille qui est en deuil, dans un deuil quand même assez dramatique, avec beaucoup de questionnements. Ben oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. Cette famille-là, en ce moment, elle a beaucoup de questions. Donc... toutes mes condoléances, puis on va suivre le résultat de l'enquête. Toutes les autres familles qui ont des personnes qui aiment dans des résidences comme ça, bien, ils se posent la question, est-ce que ça aurait pu être mon père, ma mère? Tu sais, je sais pas. Oui, c'est pour ça que ça reste quand même un sujet très sensible, tu sais, au cours des dernières années, surtout avec la COVID, avec la situation où on a des personnes qui sont enfermées, où on ne peut pas avoir accès à eux pour les aider, où on ne peut pas connaître la situation. Oui, même, tu sais, on peut en retourner encore plus loin avec le drame de l'île verte. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Bien, ça reste beaucoup d'incertitudes pour les gens qu'on aime, qui nous ont accompagnés dans notre vie, puis qui présentement on confie à des gens ou des structures, des organisations en lesquelles on a confiance. Je ne crois pas qu'on doit perdre confiance, mais il faut quand même penser en tant que société sur la réalité de nos aînés. On est l'aîné de demain. Ben oui, absolument. Oui, tu as raison. OK, on va passer d'un spectre de la vie à l'autre. Parlons de la petite enfance. Le ministre Mathieu Lacombe a annoncé cette semaine 14 000 places en garderie au Québec. Je ne sais pas exactement comment ça en fait dans la région, mais il me semble que ça fait moins de 1000. Bien, présentement, dans le comté Roberval, c'est 70 places qui vont être ouvertes dans le comté Roberval. Donc, ça reste quand même très intéressant. Oui, on a Ce qu'il faut savoir, c'est que le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas considéré en pénurie. C'est pas la réalité qui est vécue sur le terrain, mais comparativement à d'autres territoires, on est moins dans le trouble, comme on peut dire. Cependant, c'est bien beau ouvrir 70 places en garderie. Ça veut dire qu'il y a des financements qui vont être donnés au bureau coordonnateur, qui vont être donnés. Mais est-ce qu'on a les gens pour le faire? Pénurie de main-d'œuvre, c'était exactement ma question. Je veux dire, là, ces 14 000 personnes-là, on les prend où quand on a de la misère dans tous les secteurs à recruter? C'est 14 000 personnes divisées par 6, parce que c'est 14 000 places. Ah, 14 000 places, mais quand même, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même énormément de personnes qu'on veut... On veut pas n'importe qui s'occupe de nos enfants. Absolument. C'est comme... puis on veut des milieux sécuritaires, on veut des milieux à proximité, on veut... puis encore mieux, on veut de la diversité aussi dans nos choix de places en garderie. Parce que c'est pas toutes les familles qui tu sais, il y a des familles qui veulent manger végétarien, il y a des familles qui mangent halal, il y a plusieurs diversités. Donc, il faut prendre ça aussi en compte dans ces places-là. Parce que si on a toute place uniforme, oui, en cas de pénurie, dans le cadre d'une pénurie de place, dans une pénurie de main-d'œuvre, c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est encore mieux quand on a le choix puis on a la diversité afin de répondre à nos attentes familiales puis rendre aussi le milieu de travail des éducateurs et éducatrices agréable aussi. Ouais. Donc, 70 places, c'est quand même, on parle de plus de 10 éducateurs. Parce que si on rentre dans les places de CPE, là, il y en a beaucoup plus, mais on parle quand même d'au moins 10 milieux familiales. OK. 10 milieux familiales, alors que la MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi représentent plus de 30 municipalités. Ça crée déjà un casse-tête. Ça crée déjà un casse-tête. Hein? Ah, ben, on les met où? Ça, c'est plus, par exemple, aux responsables de milieu de garde en milieu familial. Je pense que ce soit des demandes qui viennent de la communauté. Oui, mais c'est eux qui décident, parce que c'est dans leur maison privée. Donc, il y a ça. Mais ça indique quand même une pénurie. Donc, on reste quand même en pénurie. Mais sais-tu, par exemple, si, je sais pas moi, je prends un exemple, là, ici, Maria-Chapdelaine, là, j'ai quelqu'un qui veut ouvrir une garderie en milieu familial à Saint-Eugène-d'Argentenay. Oui. Puis là, ben j'en ai 3, par exemple, à Saint-Eugène-d'Argentenay. Le gouvernement va peut-être faire, ouais, là, on va en laisser juste une là, puis on va... Non? On va les donner les 3 à Saint-Eugène. Parce que c'est des travailleurs autonomes. Donc, c'est eux qui décident de l'emplacement, c'est eux. Puis, les bureaux coordonnateurs des milieux de garde s'occupent surtout de la sécurité des enfants. OK. Donc,
même s'il y en a, par exemple, si on aurait 30 à Saint-Eugène puis 0 à Dolbeau, on n'aurait aucun contrôle là-dessus. C'est des travailleurs autonomes qui décident mais je me demandais à quel endroit si ils sont le gouvernement installés. ne pouvait pas dire à un moment donné, là, on en a trop là, puis on en manque là, donc là... Bien, c'est plutôt le financement de ces places-là. OK. Parce que les places en milieu familial, c'est subventionné ou non. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui ne sont pas subventionnés dans les 30 à Saint-Eugène. C'est ça qui va faire la différence. OK. Tu ne peux pas, mais je ne connais pas assez bien la législation pour dire où est la limite, comment c'est géré, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc, il faudrait qu'on me confirme auprès des professionnels, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait beaucoup trop de garderies subventionnées dans un même milieu. Mais on n'empêchera pas l'ouverture de garderies. Oui, OK, je comprends la différence. Donc, ça fait une différence. Puis, tu sais, par exemple, si on pense à des communautés comme Notre-Dame-de-Lorette ou Sainte-Élisabeth-de-Prou, où la moyenne d'âge, bien, pas la moyenne d'âge, mais il y a trop peu de citoyens dont les services peuvent être intéressants. Donc, on parle de 5 ans et moins. Il y en a peu dans ces communautés. Est-ce que ça vaudrait la peine d'ouvrir une garderie ou, au contraire, de se dire « Ah, la famille, elle travaille à Dolbeau et passe par Saint-Eugène. » Là, c'est naturel d'avoir plus de place. Donc, c'est toute une réflexion face à ça. Sainte-Élisabeth-de-Prou n'a pas d'employeur majeur. La majorité des gens qui travaillent ou qui vivent à Sainte-Élisabeth travaillent à Dolbeau-Mistassini. Ça fait du sens. Donc, c'est plus au niveau de, pas tant de la répartition que vraiment l'attraction des gens qui sont prêts à ouvrir des services de garde en milieu familial, au moins. Parce que la construction d'un CPE, ça, c'est d'autres places. Ouais. C'est énormément de financement. C'est un autre niveau de service aussi. C'est un autre niveau, oui. Puis, c'est d'autres professionnels. Alors qu'un service de garde en milieu familial, c'est une formation d'une fin de semaine avec des installations importantes, mais dans ta maison privée. Alors qu'un CPE, il y a une construction à faire. C'est des éducateurs à l'enfance qui ont une technique, plus des assistants, plus une cuisinière, plus une direction générale, plus des installations plus professionnelles. Donc là, on parle d'autre chose. Donc, 70 places, je me doute que c'est pas mal en milieu familial, ce qui est quand même très bien recherché et très apprécié. Mais où sont ces talents? Qu'est-ce qu'on fait pour les attirer dans notre territoire? Qu'est-ce qu'on fait pour les attirer dans notre territoire? Puis, ce que je sais, c'est que, je ne pourrais pas vous dire le montant, mais je sais que notre députée, Mme Guillemette, offre du financement et du soutien au démarrage des services de garde en milieu familial. Une belle initiative. Donc, moi, j'encourage les personnes qui réfléchissent et pensent appeler les bureaux coordonnateurs des différents CPE afin de connaître les critères, afin de voir quelles sont les possibilités pour étudier sérieusement l'option d'en ouvrir. C'est l'occasion. Oui. On va sauter, on va faire du pouce là-dessus, en fait, dans le sens où tu parles comment on va attirer des gens, puis ça nous amène à parler du bilan migratoire qu'on a vu entre les données de 2016 et 2021. 2021. Donc, il y a des éléments positifs, puis il y a des éléments négatifs. Je te laisse nous décortiquer tout ça. Tu es la spécialiste de la démographie. Oh, pas spécialiste! Oh, loin de là, je préfère mieux la personne ordinaire qui voit seulement le cadre de son travail, OK? Je ne prendrai pas de crédit. Mais ce qui est important à voir dans cette analyse-là, c'est... Parlons à travers le Québec, puis on va partir à travers le Québec, puis on va rapetisser vers notre territoire. Parfait. OK? À travers le Québec, présentement, les grands centres sont en train de se vider des jeunes professionnels de 18 à 35 ans. Étalement urbain. C'est pas juste l'étalement urbain. Attention. Non, mais il y a ça, on peut pas... Ah non, attention. Ouais, Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, c'est pas juste ils s'en vont à Longueuil. Là, on parle de vraiment des gens qui sont attirés plus dans les régions plus rurales. Donc, on parle un peu plus loin dans les Laurentides, on parle plus loin en Montérégie. Donc, ce n'est pas seulement ce n'est plus des banlieues dortoirs. Au contraire. Non, mais ça n'a pas aidé le problème. Là. Je veux dire, on le sait, Montréal se vide au profit des banlieues depuis de nombreuses années. Mais là, attention, c'est ça. Oui, ça existe. Ouais. Mais ce n'est plus la réalité de la génération Z.
Ce n'est plus la réalité des milléniaux qui, eux, au contraire, la majorité des emplois maintenant se font à distance et recherchent une qualité de vie. Que là, présentement, les banlieues ont répondu à une certaine génération. Mais là, c'est beaucoup plus d'espace. On a accès la majorité de notre travail se fait par Internet. À quoi ça sert d'avoir un bureau à Montréal, d'être pris dans le trafic, d'être loin? Présentement, la génération Z recherche beaucoup plus un emploi de proximité avec la flexibilité puis de l'ouverture. Dans les gros centres comme Montréal, comme je dis à mes candidats à Place aux jeunes, tu es un petit poisson dans un grand aquarium. Et là, les jeunes professionnels, ils veulent plus être ça. Ils veulent être le gros poisson dans le petit aquarium. Donc, c'est pour ça qu'ils vont beaucoup plus s'installer dans des plus petites communautés. Donc là, on parle au niveau du Québec. Montréal, Québec est en train de se vider, mais ça n'empêche pas le manque de professionnels. Donc, les professionnels restent quand même à l'emploi, mais déménagent. Mais ils vont habiter ailleurs. Ils vont habiter ailleurs. Au niveau régional, même Ville de Saguenay a vu une diminution. Par rapport aux toutes les petites municipalités autour. Là. Quand même, Saint-Félix-d'Otis qui a la palme d'or. 13 je pense, d'augmentation. C'est énorme, c'est intéressant quand même. Oui. Ça fait la différence d'avoir un milieu de vie vivant avec beaucoup de projets puis une communauté qui est impliquée. Donc, tu sais, Saguenay, Alma a quand même eu une bonne attraction, mais Roberval et Dolbeau-Mistassini qui a vécu vraiment une dégringolade au niveau du nombre de personnes, au niveau du bilan migratoire. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a plusieurs éléments importants. Présentement, à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la MRC Maria-Chapdelaine est considérée comme le milieu le plus dévitalisé de la région. Donc, dévitaliser, c'est des indicateurs économiques, là, qui... C'est des indicateurs économiques sur le salaire moyen, le nombre de personnes en emploi, le taux de natalité. Il y a plusieurs choses. L'âge des gens. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Et la communauté qui a le plus bas score, c'est Sainte-Élisabeth-de-Proux, avec moins 18 au pointage. OK. Donc, alors que Dolbeau-Mistassini, si je me souviens bien des chiffres, on parle du moins 5. Alors, c'est quand même le territoire le plus dévitalisé de toute la région. Ça a du bon comme du mauvais. Pourquoi? On a une perte d'attraction parce que on a, par exemple, la pénurie de logement. La pénurie de logement, dans les chiffres de 2020, dans les chiffres de 2020 de la Société canadienne de l'hypothèque et du logement, on disait qu'il y avait un taux de disponibilité de places vacantes de 4 d'un peu plus de 4 On dit qu'on est en manque, en pénurie à 3 puis on commence à manquer de choix à 1,5 Donc là, on n'était pas si pire, mais pour les gens qui travaillent dans le milieu, entre octobre 2020 et octobre 2021, on n'a pas encore les chiffres, mais on le voit. On le ressent directement dans le milieu. On le vit, cette pénurie de logements-là. Donc, ça, c'en est déjà une. Comment tu veux accueillir des nouveaux travailleurs si tu n'es pas capable de les loger? Ensuite, comment tu veux faire venir des jeunes familles si tu n'es pas capable d'avoir des places en garderie? Donc oui, on a beaucoup d'attraits au niveau de la rétention. Donc, par exemple, on se souviendra qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, lorsque le centre Aquagym est sorti, le grand complexe sportif des Jardins, le projet disait « ça va attirer des talents », c'est pas ça qui les attire. C'est des logements qui sont pas chers, c'est des places en garderie, c'est de la vitalité économique, c'est l'implication dans la communauté. L'Aquagym, c'est du bonus. Bien, l'Aquagym, c'est un outil de rétention et non d'attraction. Oui. Donc, les gens qui font comme « Ah, j'attire entre deux milieux qui sont pas mal égales », là, le centre Aquagym fait une différence. Mais lorsque on n'a pas... il n'y a pas d'autres comparables présentement. Tu sais, je veux dire, c'est une fois que la personne est sur place, elle va dire « Ah ben oui, je vais rester, tu sais, j'ai accès à ces services-là. » C'est le fun pour une jeune famille de dire, les parents, un bébé est dans la piscine, l'autre est dans la patinoire, c'est dans le même bâtiment, tu sais. C'est moins de taxi, là. Absolument. Donc, ça a un avantage, mais c'est pas ça qui va faire la différence entre « je vais m'établir, j'ai choisi une maison ou un logement ». Puis, tu sais, on parle de logement. Quand on parle de logement, on parle pas juste du locatif. Même dans l'achat de maison, présentement. Très difficile.
C'est très difficile. Oui, il y a encore des maisons que ça fait longtemps qu'elles sont sur le marché, mais ce n'est pas ce qui attire la clientèle 18-35 ans professionnelle. C'est pas des maisons qui ont de l'intérêt, surtout avec les prix des matériaux, donc des maisons qui sont à rénover où ça n'intéresse plus. Tu sais, par exemple, dans le cadre de mon travail, je fais des recherches de logement. Je ne vous niaise pas. Si tu ne réponds pas ou tu ne contactes pas le propriétaire dans les 30 premières minutes, à 35 minutes, il est loué. OK. Ça va vite. Ça va incroyablement vite, puis on voit les noms des personnes qui référencent. Il y a beaucoup de gens qui aident les personnes à trouver des appartements. Donc, ça donne le choix au propriétaire de la personne qui loue, ça, ce qui est tout à fait normal quand même, selon moi. Mais ça fait aussi ça pousse le prix vers le haut aussi. Il veut dire, moins il y a de choix, plus les gens peuvent... c'est l'offre et la demande. On parle présentement que j'ai vu à Dolbeau-Mistassini un appartement 4,5, pas chauffé, pas éclairé, pas meublé, rien, 1 000 par mois. On parle d'un 2e étage 4,5. Donc, je n'ai jamais vu ça en carrière, puis les gens d'expérience qui viennent de la région n'ont jamais vu ça non plus. Donc, on parle d'un bloc, on parle pas d'une maison ou de quelque chose de luxueux. Oui, c'est un bloc neuf, mais à 1 000 c'est quasiment le prix d'une maison, là. Ben, il y a des maisons dont l'hypothèque par mois est moins chère. Ah oui, c'est ça que je dis. Donc, puis c'est pas des grosses maisons, là. On parle quand même de belles maisons avec des beaux terrains, là. C'est parce que la personne ne passe pas au crédit pour acheter l'hypothèque, parce que sinon, ça serait plus avantageux pour cette personne-là d'avoir ça. Oui. Mais le prix des maisons est à la hausse aussi, il faut le dire. Mais là, présentement, c'est un marché de vendeurs. Ouais. C'est un marché de vendeurs, mais il faut s'attendre que présentement, avec la génération Z, les milléniaux, ça retarde beaucoup plus l'achat d'une maison. On est beaucoup plus dans la mobilité, dans la nouvelle expérience, dans la... On n'est pas encore fixé sur qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut établir notre famille. C'est pas tant une question de fixer. Il faut arrêter... faut arrêter, mais ce n'est plus une valeur de se fixer. C'est la stimuler. À trouver... Pour s'établir à une place, il faut trouver un stimulant ou une source de changement, une source de valorisation, une source d'attrait dans d'autres places. Donc, si ton milieu de travail il est plate, tu ne resteras pas. À quoi ça te sert d'acheter une maison? Ben oui, absolument. Donc, c'est là qu'il y a une grosse différence au niveau générationnel. Les gens s'installaient et disaient « OK, moi, mon objectif, c'est acheter ma maison, avoir ma job, puis je m'amuserai à l'extérieur du travail. » Alors que, faut pas oublier que je grossis ça pas mal, là. Oui, parce que là, je vais faire l'avocat du diable. Oui, mais là, présentement, on cherche des emplois stimulants, attractifs, possibilités de formation, possibilités de développement, puis... Mais t'as pas l'impression que... je veux revenir sur le fait que, se fixer sur un milieu de vie, quand tu trouves un milieu de vie, une maison, un lieu comme moi, ce que j'ai trouvé où j'habite, là, je triple là-dessus, puis en pénurie de main-d'œuvre, si j'aime pas mon travail, je vais changer de travail. Il y en a à peu près 4000 autour de moi qui m'offrent de la job, là. Je veux dire, cependant, pour quelqu'un qui arrive, est-ce qu'il connaît le marché de l'emploi pour son domaine de même? Ben non, sauf que la réalité du Québec en ce moment, c'est que de la job, il y en a beaucoup, là. Oui, mais il y en a beaucoup, mais pour certains corps de métier. Puis si, par exemple, la personne a dit, bien finalement, le style de vie dans MRC Maria-Charles-Delaine ne me convient pas, t'es encore pogné avec une hypothèque? Donc, c'est ça qui prend en compte. C'est un milieu de vendeurs, on va leur vendre. Présentement, le zapping, la génération qui s'en vient, c'est la génération zapping. C'est la génération 2 ans, c'est long. 2 ans d'emploi, c'est long. Il y a un conférencier qui a été invité par la Chambre de commerce et de l'industrie du Saguenay-le-Fjord, M. Carole Alain, qui décrivait en disant plusieurs employeurs comme Couche-Tard, Saint-Hubert, Rona, il recommandait d'y commencer à embaucher des gens de 60-65 ans. Bien là, pourquoi? Ils vont vous donner le même temps que les 25 ans. C'est 5 ans. C'est ouvrir les possibilités à tous, parce que c'est vraiment un taux de roulement. Si tu ne trouves plus d'attrait ou de stimulant, de stimulation de choses intéressantes, de possibilités de formation, d'avancement, il y en a même qui vont jusqu'à un changement de carrière, bien, ils changent de place, tout simplement. C'est ça le choix. Alors, à quoi ça sert de s'attacher à une hypothèque? Ils vont plus aller dans le locatif, prêt à payer des fois plus cher pour du beau locatif,
pour avoir la flexibilité de changer d'une place à une autre. Il faut vraiment, par exemple, c'est là qu'on arrive, là, c'est lorsqu'on arrive à la famille, la maison, l'emploi qui nous stimule ou souvent des travailleurs autonomes, là, on va aller dans l'achat de manière durable. OK. Donc, même là, plusieurs des agents Place aux jeunes vont dire la même chose. Si on n'était pas en pénurie de logement, on recommanderait à la personne d'habiter au moins 1 an sur le territoire avant de penser à acheter une maison. OK. Pour s'assurer que le milieu de vie lui plaît, qu'il est bien. Et pas juste ça, c'est que si tu achètes une maison et tu dis « Hey, wow, la maison me plaît », le quartier semble correct, puis après 1 an, tu n'aimes pas tes voisins. J'ai réglé ça, j'ai pas de voisins. Mais ça reste quand même une réalité qu'il faut prendre en compte. Ouais. Donc, après 1 an, lorsque tu as vécu les 4 saisons, tu te dis, regarde, moi, je pensais aimer ça, être dans la neige, mais finalement, pelleter à tous les jours ou être obligé de m'acheter un tracteur, c'est pas mon genre. Je veux être plus proche de la ville. Ouais. Donc, c'est toutes des choses qui rentrent en compte. Donc, oui, c'est bien beau, attractif, mais faut se méfier de nos coups de cœur des voies. Oui. Ben oui. Si ton coup de cœur dure après 1 an, pareil, c'est super le fun. Et c'est pour ça que, même si on a une pénurie de logements, j'en ai parlé beaucoup à des acteurs, puis je comprends aussi pourquoi c'est pas si attractif que ça, mais ça reste quand même une solution intéressante, la location avec option d'achat. Beaucoup de maisons, présentement, sont sur le marché et ne sont pas encore achetées, alors qu'on est dans un marché d'acheteurs. Pourquoi très peu de propriétaires acceptent la location avec option d'achat? Les jeunes professionnels qui s'en viennent et disent « Hey, j'aime cette maison-là, mais regarde, je suis pas prêt à acheter. » Je te propose un bail avec une offre d'achat, pour dans 1 an, 2 ans. Ça veut dire que la personne, si elle part, t'as rien perdu. Ouais. Puis si elle reste, elle est vendue. Elle est vendue. C'est intéressant. Mais, d'un autre côté... Si tu avais un acheteur qui arrivait après l'avoir loué... Attention, mois... ça, je me suis renseignée là-dessus avec l'Organisation des courtiers immobiliers du Québec, d'autogestion. Et il y a 3 alternatives. Il y a la location... Puis si quelqu'un veut l'acheter, tu as le droit de faire une contre-offre. OK. Il y a la location avec une offre d'achat dans 1 an, 2 ans, genre pour une période test. Donc la personne, c'est comme pré-vendu. Ou encore, il y a la location avec offre d'achat dont le loyer est l'équivalent de la mise de fonds. Ah. Donc, tu as une augmentation du loyer exprès pour la mise de fonds pour les gens qui ne passent pas au crédit à ce moment-là. Donc, il y a quand même 3 alternatives. Cependant, pourquoi les gens ne le font pas? C'est que lorsque tu as un bâtiment qui devient un immeuble à logement et que tu le revends, tu payes l'impôt. Ah. Tu payes des taxes parce que c'est un logement à revenu. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des alternatives? Peut-être en parler auprès de nos MRC. Peut-être. Merci, Joanie, pour cette chronique habitation. Non, mais c'est parce qu'avant la pause, j'aimerais qu'on parle d'une nouvelle. Là, rapidement, en 2 minutes, on a attrapé le pirate qui a fait une cyberattaque sur le cégep de Saint-Félicien. 17 organisations à travers le Canada ont été victimes de ce pirate de niveau international qui résidait à Gatineau et qui a été démasqué par le FBI. Ouais. On parle quand même, là... je suis contente pour le cégep parce que, quand même, le pirate informatique est tellement connu dans les réseaux illicites qu'il à la cour, il a proposé 1 million au cégep de Saint-Félicien pour le dédouaner. Pour pas dédouaner, mais pour dédommager. Plus 7 ans de pénitencier. Mais 1 million, ça a coûté pas mal plus cher que ça d'être fermé pendant 1 semaine et demie. Ben oui. À cette époque-là. Mais, tu sais... Vous souvenez-vous, chers parents, quand vous disiez « ça sert à rien d'être sur ces machines-là » Il y a des bons comme des mauvais pirates informatiques. Ouais. On dit qu'il serait allé chercher jusqu'à 15 millions dans des cyberattaques dans les dernières années partout à travers le monde. Bien, des 15 millions, c'est très peu. Parce que, je veux dire... Moi, je prendrais. Non, mais je veux dire, pour un professionnel, parce qu'on rendu là, c'est un niveau professionnel, bien, c'est rien. Versus qu'est-ce qu'il a fait. Donc, tu sais, c'est des gens qui ont des commandes. Aussi de réaliser qu'on en attrape aussi de ces gens-là. Parce que des fois, on a l'impression que c'est perdu et qu'on ne retrouvera jamais ça. Mais non, on peut... Puis ça explique aussi... Moi, là, je le dis avec le sourire, je suis contente, parce que ça reste quand même un acte criminel important. OK, là, on parle d'un cégep, mais il y a d'autres institutions, le domaine de la santé et autres, qui ont été touchés par ces éléments. Donc, c'est très important. Mais ça explique aussi l'importance du ministère de la cybersécurité
l'implantation. Ah, oui, oui. On parle aussi de tout l'aspect cybersécurité de la GRC, qui est très peu connue, mais qui fonctionne bien. On parle quand même, on a eu la chance de pouvoir intervenir parce que c'est une personne qui habite sur notre territoire. Ça ne veut pas dire qu'on aurait été dédouané s'il avait été aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'aurait peut-être pas été dédommagés. Donc, il n'y aurait pas eu juste 7 ans de pénitencier aux États-Unis. Non, oui, mais il y aurait peut-être eu une offre d'emploi. Hey. Mais on s'en reparlera. Oui, merci, Joanie. Mais c'est pas fini. On va juste à la pause. On revient. Allez vous faire un café. On se retrouve dans une minute. À tout de suite. Cet été, la Télédo du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Hey, on est déjà de retour. J'espère que votre café est fait, que vous êtes bien assis pour la suite de l'actualité. On sort de la région, on va aller au niveau du Québec, même du Canada, parce qu'on va parler des différents plans de déconfinement. Hein, on sent que depuis la vague Omicron, il y a une pression politique, il y a une grogne. Le monde sont écœurés, autant ceux qui manifestent que ceux qui ne manifestent pas. Là, je vous assure, tout le monde est écœuré. Ouais. Mais on sent que dans la population, ça grogne. Le gouvernement, même du Québec, voit que dans les sondages, ça commence à avoir un effet. Il y a des élections au mois d'octobre. Mais il y a aussi des espoirs au niveau médical qui sont en train de sortir avec des traitements maintenant, pas juste la vaccination. Donc là, on s'en tourne vraiment vers une sortie de crise, enfin, après deux ans. Mais sauf que c'est vrai puis c'est pas vrai, dans le sens que si on ne réussit pas à vacciner la planète et puis qu'il y a un nouveau variant qui vient nous refaire le coup, on recommence à zéro, là. Mais là, présentement, ce qu'on voit au niveau politique, mais au niveau aussi santé publique à travers le monde, c'est que passer d'un terme de pandémie à endémie. Donc, une pandémie, c'est quelque chose dont on n'a pas le contrôle, qui touche à travers le monde. Mais une endémie, c'est comme la gastro, comme la grippe, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre à ce qu'il revienne à chaque année. Oui, mais et que ça évolue et qu'on est capable de contrôler et qu'on prend les bonnes habitudes pour être capable de contrôler aussi. Oui. Tu sais, la grippe, il y a la vaccination qui n'est pas obligatoire parce que, comme on va le vivre sûrement avec la COVID-19, avec tous ces variants, bien, c'est à chaque année, on va faire une prévision de la future souche qui va fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça va être celle qui va marcher. Je trouve ça intéressant ce que tu me dis, mais
tu t'en vas de où je veux je veux aller. Moi, je veux parler du politique, Oui. des plans de déconfinement, de la population. Médicalement, ça va toujours avancer, la science avance, mais sur le terrain, parce qu'on voit des plans de déconfinement très différents. Là. Ici, on y va graduellement, et puis en Alberta, à go, plus de passeport vaccinal, la vie reprend comme avant, on va enlever les masques d'une semaine. Au niveau politique, il y a quand même des éléments importants au niveau des mentalités de chacun des territoires. Si on compare, par exemple, le Canada et les États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont décidé, pendant la pandémie, moi, je m'en vais aux États, c'est moins compliqué. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas de pression sur le système médical. La majeure partie des Américains n'y ont pas accès. C'est simple, c'est assez simple. Là. C'est payant. C'est pas une gratuité. Non, c'est ça. Si tu tombes malade, c'est ta propre responsabilité. C'est pas le gouvernement qui t'a obligé de payer sur un système de santé qui doit gérer. Ça veut dire que tu es responsable de tes propres conséquences. Fait que si t'as pas les moyens, tu y vas pas à l'hôpital. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont morts la gueule ouverte chez eux. Là. C'est plate à dire, mais c'est ça. Parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner alors que la vaccination était gratuite. Donc, tu sais, c'est là qu'il y a une grosse différence parce que c'est une des grosses différences entre les États-Unis et le Canada sur la gestion de la crise. Tu n'as pas de pouvoir sur le système de santé parce que c'est même pas toi qui fais la tarification en tant que gouvernement. Donc, tu peux donner la vaccination gratuite, mais les gens vont décider ou non s'ils sont prêts à payer en cas de maladie. Alors que présentement, au Canada, que tu le prennes ou pas, c'est la population en général qui va payer pour les soins de santé afin de survenir. On appelle ça la social-démocratie, madame. Oui! Et c'est un choix de société. Comme n'importe quel choix de société, il y a des bons comme des mauvais côtés. Et là, on est tous écœurés. On est tous tannés du foutu masque. On est tous tannés de ne pas voir des sourires. On est tous tannés de toujours avoir à surveiller la conférence de presse. Là, avant, c'était à tous les jours. Hein? Il y a 2 ans, le 13 mars 2020, c'était à tous les jours. Les gens étaient scotchés devant leur télé du lundi au vendredi à 1h pour entendre M. Arruda et M. Legault parler des résultats, du nombre de l'évolution. Là, aujourd'hui, c'est à peu près une fois par mois pour voir quel est le plan de déconfinement au Québec. Mais au niveau des plans, toi, est-ce que tu préfères l'approche québécoise graduelle ou là, tu fais go à go, là, on enlève tout, là? Parce qu'on a vu ça au Danemark, on a vu ça en Norvège. Mais on a vu ça, même au Canada, en Alberta. Mais en Alberta, est-ce qu'ils ont les garderies subventionnées? Non. Est-ce que... donc, il y a plusieurs services qui, eux, qui ressemblent beaucoup plus aux États-Unis, où c'est quand même toi qui décides des impacts. Donc, c'est 2 atmosphères politiques différentes. Et moi, avec les services auxquels on a le droit au Québec, avec la qualité des services qu'on a le droit au Québec, quand même, au niveau de la santé, oui, on a des problèmes, mais on a aussi des solutions. On a des gens qui sont dévoués, puis on est capable de leur... présentement, si on déconfinerait trop vite pour le plaisir de l'ensemble des citoyens, bien, on va perdre combien de professionnels de la santé au combat pour burn-out? Mais non, mais c'est ça la problématique, parce que là, le monde sont écœurés. On fait ça pour des raisons politiques et non pas de santé publique, parce que la pression sur le système de santé est encore là. Mais les gens qui travaillent dans la santé, eux autres, ils font « Ouais, mais nous autres, ça va mieux, mais ça va pas si bien que ça. » Puis c'est encore nous autres qui va... On n'a pas encore repris notre souffle. On a peut-être la tête sortie de l'eau, mais on est encore sur le bord de la noyade. Ben oui, donc, tu sais, il va y avoir une montée de cas. Moi, j'ai hâte d'avoir des mesures ciblées sur les populations plus sensibles. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait faire les choses autrement, mais qu'on attend comme que ça passe en disant, bon, ben là, on va vivre avec. Je comprends, mais est-ce qu'il y a un entre-deux où on pourrait avoir des mesures pour les personnes plus vulnérables et puis une plus de liberté pour vivre avec le virus? Parce que c'est une réalité qu'il va falloir faire, là, éventuellement. Bien, c'est une réalité. On doit vivre avec. Oui, puis quand même, c'est un événement mondial qui a pris une ampleur très rapide aussi. Donc, ça reste qu'au niveau de notre santé, au niveau de la politique, on est toujours à tâtons, là. C'est pas comme si on avait le temps de faire des études. Wow! Là, on a la santé mentale qui rentre, on a le pouvoir politique, comme présentement avec la pression des camionneurs, qu'on va parler un peu plus tard. Oui, on y va là. On s'en va là-dessus. On a tous une écœurantite aiguë. Mais je préfère le plan de déconfinement du Québec à condition... Qui semble le plus responsable. À condition qu'on ne retourne pas en arrière. Ouais. Tant qu'à retourner en arrière... Oui. C'est le danger, en fait, de se déconfiner rapidement. C'est d'être obligé de reconfiner après ça. Là. Tant qu'à déconfiner... Si on est pour revenir en arrière dans 2, 3, 4 mois, je préfère mieux déconfiner toutes, qu'on puisse en profiter puis on reconfine pour la santé mentale,
plutôt Oui, que de la santé redescendre. mentale, c'est le tel autre problème parce qu'on le voit là, chez les personnes âgées, les personnes seules, etc. Ça devient très, très problématique. De dire, on déconfine. Tu sais, du lundi au vendredi, on déconfine, on se reconfine la fin de semaine. Ah. Mais si on y va graduellement, puis quand, tu sais, c'est comme quand quelqu'un retient son souffle, puis on dit, tu sais, il reste comme 5 secondes, puis il fait comme, attends, un autre 10 secondes de plus. Non! Je m'attendais à être capable de prendre mon souffle, puis tu es en train de me dire qu'il faut que je le retienne plus. Là, on n'est plus prêt à tolérer ça en société. Non, donc là, tu sais, si on y va graduellement, je ne veux pas de retour en arrière. S'il y a un retour en arrière, je vais être la première à changer d'avis en disant on déconfine au complet. C'est exactement le calcul que fait M. Legault là, en disant là, on ne veut pas retourner en arrière, prenons notre temps, mais on ne peut plus garder ça aussi serré parce que, écoute, on le voit, là, les élections s'en viennent, puis la grogne se fait de beaucoup plus sentir. Bien, j'aime bien l'alternative du déconfinement tout en gardant le passeport vaccinal. Pourquoi? Parce que le passeport vaccinal, tu l'actives ou pas. Je veux dire, lorsque tu as ton déconfinement, si par exemple on arrive à un déconfinement complet, puis là on a une recrudescence qui arrive, bien là on peut dire on remet le passeport vaccinal obligatoire. Mais ça n'empêchera pas les gens de vivre. Ouais. Donc, tu sais, ça n'empêchera pas les organisations culturelles de recommencer leurs activités. Ça n'empêchera pas les restaurateurs à recommencer à voir des gens. Ça ne nous empêchera pas de voir des sourires. Ça va nous permettre à tous d'aplatir la courbe. Hein? On va se souvenir, je pense à ça, ça va rester dans l'histoire. Mais ça va nous permettre quand même d'avoir un contrôle. Puis, je me dis aussi, beaucoup de gens sont contre le passeport vaccinal pour plein de raisons différentes. Mais comme aux États-Unis, tu vis avec la conséquence de tes choix. Ouais. Tu vis au Québec parce que tu as choisi le Québec parce qu'il y a ses avantages, puis tu décides de ne pas prendre ton vaccin. Est-ce qu'on va commencer à sacrifier l'ensemble de la population puis qu'elle recommence à vivre un confinement? Ou on va commencer à te faire payer les services? Non, puis il y a tout aussi l'affaire. Tu sais, il reste là qu'il y a encore 20, 30 morts par jour, là. Non, mais un mort, c'est un drame. On en a parlé de l'octogénaire. Mais quand ça devient 30 morts par jour, on dirait que ça devient de la statistique. Mais c'est chaque fois des familles qui sont endeuillées, qui souffrent, etc. Tu sais, il ne faut pas enlever ça de la balance non plus. Puis de l'autre côté, ben là, tous les gens qui souffrent de santé mentale, d'isolement, ça reste une grande problématique. Bref, le temps est court. Hein? Tu es en forme aujourd'hui, tu parles énormément. C'est correct, ça me donne moins d'ouvrage. Mais ça nous amène aux manifestations. Pour faire un topo, là, on a eu une manifestation, entre autres à Québec en fin de semaine. Je dois leur dire bravo parce que le droit de manifester, il est reconnu, puis je pense que ça a été bien fait à Québec. Bon, les policiers de Québec et la gang, même à Toronto, avaient pu prévoir le coup parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé à Ottawa. Ben oui. En Ontario, c'est une autre problématique. Ottawa est maintenant en état de siège depuis une dizaine de jours. On a le pont ambassadeur qui est notre lien premier entre les États-Unis et le Canada au niveau commercial, qui est bloqué depuis 4 jours. Ça commence à être compliqué. Puis, je veux pas enlever le droit de manifester aux gens, mais tu sais, des fois, il y a comme... Je sais pas. Et je trouve qu'on a 2 poids, 2 mesures. Je veux juste comparer avec 2 événements qui se sont passés. À 10 ans d'intervalle. Non, mais ramenez-vous il y a 10 ans, printemps érable. Ça a pris combien de temps avant d'envoyer la police fessée dans le tas? Excusez l'expression. Puis je vais revenir même en 1990. Pour moi-même, être une carré rouge, ça n'a pas été long. Ah, non. Puis je reviens en 1990, crise d'Oka, 4000 soldats qui sont arrivés. Écoute, on a envoyé 5000 soldats en Irak. 4000 soldats qui sont arrivés. On ne reviendra pas là. Je ne veux pas faire un débat sur la crise d'Oka. Mais on parle sur une gestion de crise. Mais on parle sur une gestion de crise. Je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures quand c'est des mesures, je sais pas. Mais là, on voit aussi le financement de ces manifestations-là qui venait un peu de la droite religieuse canadienne. Là, on parle du combat de la liberté d'Ottawa. Je ne veux pas parler de camionneurs parce que je pense qu'il y a beaucoup de camionneurs qui ne s'associent pas à ça. Non, puis on voit que depuis que le GoFundMe a été fermé, on voit que le financement vient beaucoup de groupes religieux américains, du Bible Belt. Ça pose des questions aussi au niveau de l'ingérence internationale. Là. Oui. Je sais pas. C'est quoi qu'on analyse et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, tout le monde dit, faut faire de quoi? On a l'impression que Justin Trudeau a les bras croisés, il regarde par la fenêtre puis il attend qu'il se passe de quoi, mais c'était un peu à lui, à décoller la machine, là. Puis tout le monde fait, je sais pas. Puis de l'autre côté, le Parti conservateur, ben il y a une partie d'une frange qui appuie ce... Non, mais tu sais, ça l'a grossi énormément par
par désir d'observation de Trudeau. Alors que, tu sais, déjà, à la base, un contact... Il y a plusieurs éléments à prendre là-dedans. OK? Je vais me faire une phrase dans ma tête, ça va être encore plus clair. Ça l'a grossi et ça l'a empiré. Ça l'a fait des petits. Et même les débuts, les instigateurs de la manifestation ont reconnu à quelques fois que ça l'a perdu le contrôle. Oui, il faut faire la différence entre ceux qui organisent puis les manifestants. Ils n'ont pas le contrôle sur tous les manifestants. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, comme j'ai dit à l'émission précédente avec Jules, faut prendre aussi qu'il y a un effet de masse. Plus il y a de gens, plus ça s'encourage à avoir des comportements qui sont irresponsables. Donc là, c'est une roue qui tourne dans les deux sens. Puis, au niveau de la négociation, il y a des gens qui disent pourquoi on ne négocie pas. Mais tu sais, j'ai l'impression, moi, quand j'entends les manifestants, tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'on serait prêt à négocier si les gens nous parlaient comme du monde, mais se faire crier après. Faut pas oublier qu'il y a eu un appel à la violence avec des armes à feu. Là. Pat King, un des gourous d'extrême droite, suprémaciste blanc d'Alberta qui est derrière tout ça. Tu sais, il y a des appels à la violence claire. Donc, on ne peut pas négocier face à ce genre. Mais si je pense qu'il arrivait avec, un peu comme à Québec, je sais pas, des propositions, des idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses plutôt que de juste dire, tu sais, passer de la philosophie de l'imputation à celle de l'implication. Arrêtez de faire chialer, je veux que tu fasses quelque chose pour mon problème, mais arriver avec des solutions. Hey, nous, on a ces idées-là, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait-tu faire quelque chose? Je pense que ça changerait, le ton. Deux, bien, peut-être qu'on arrivera à des solutions, parce que là, on veut pas, c'est un dialogue de sourds en ce moment. Bien, c'est même pas un dialogue de sourds. Moi, j'ai l'impression qu'on a un nuage de demandes de la part des manifestants. On n'a pas de demande claire. La fin des mesures sanitaires, oui, à quel prix? Renverser le gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement qui va accepter pour, je veux dire, c'est ça. Donc, tu sais, on parle d'un nuage, là. Est-ce qu'on a un noyau? Est-ce qu'on a quelque chose de tangible que tous les manifestants sont d'accord? Non. Ouais. Parce que, arrête les mesures sanitaires, mais coûte pas plus cher d'impôts. Ouais. Mais, coûte pas plus cher d'impôts, je veux ma liberté, mais je veux pas que les autres en aient trop non plus. Tu sais, on n'a pas de noyau ou de point où on s'entend, même en tant que manifestant, une chose sur laquelle on va se dire, OK, on est tous d'accord, c'est un avancement pour notre cause. Ouais. Il n'y a pas une affaire qui plairait à l'ensemble des manifestants ou qui va faire comme, OK, il y a un bon vouloir de notre gouvernement. Bien, tu sais, moi, je trouve que la manifestation de Québec, on avait un peu ça. T'sais, on est arrivé, on a fait la fête, on a manifesté de manière festive, on a dit ce qu'on voulait dire, puis après ça, on a fait notre manifestation est terminée, on va revenir. C'est ça l'esprit de la manifestation. Tandis que l'occupation, là, ça devient problématique. Bien, pour les gens qui habitent là. C'est là que ça l'a grossi. Ouais. Parce que là, il faut dire que tout le monde regarde ce qui se passe à Ottawa. C'est pas juste le Canada, à travers le monde. Une fois que le monde regarde ce qui se passe à Ottawa. Excusez. Je retiens ce que je pense. Mais, tu sais, ça fait des petits à travers le monde, là, le convoi de la liberté. Tu sais, je félicite le principe. Cependant, la perte de contrôle totale, il y a beaucoup... Tu sais, il n'y a pas seulement les systèmes politiques qui surveillent, il y a aussi les autres manifestants qui disent « Hey, on est d'accord, mais on ne fera pas la même affaire qu'eux parce que là, ils sont embourbés là-dedans. » Oui, mais non, ça, c'est à leur avantage. Donc, vraiment, c'est pour ça que les autres projets qui ressemblent au convoi de la liberté, comme ce qu'on a vécu au Québec, puis on parle quand même que c'est Rambo Gauthier qui a organisé... Mais les policiers étaient préparés, puis ils ont vu que la problématique à Ottawa, c'est qu'ils ont laissé les camions s'installer. Tandis qu'entre autres, à Toronto, on a bloqué les rues autour de Queen's Park avec des autobus. À Québec, on a empêché aussi que les manifestants puissent s'installer des camions. Puis ils ont toléré, dans le fond, ils ont mis des zones bien claires, ils ont interdit le klaxon la nuit. Il y a quand même des zones, il y a des éléments avant même la manifestation qui permettent aux gens d'exprimer leurs points tout en respectant les citoyens. C'est ça l'idée de manifester. Donc ça, puis ça reste quand même un désagrément à Québec. Mais ce n'est pas c'est pas un double confinement. Parce que présentement, les gens d'Ottawa vivent un double confinement. C'est comme ça que, tu sais, c'est comme contre-productif pour les manifestants en disant, ouais, tu sais, on veut, ouais, mais pourquoi tu tiens en otage? Pire que si tu étais juste en confinement à la maison. Mais non, puis tu sais, il y a la cohérence du discours. Tu sais, quand tu dis on veut notre liberté, mais tu sais, ta liberté, c'est quoi? C'est de faire caca sur la statue de Terry Fox? C'est de te promener avec un drapeau nazi? Je pense qu'il y a des gens là-dedans qui comprennent pas. Il y a des choses qui saisissent pas. Là. Puis ta liberté, ta liberté a fini où celle de l'autre commence. Et l'autre, la liberté, le droit de dormir,
le droit de se rendre au travail. Ben d'ailleurs, il y a une mise en demeure de plusieurs millions de dollars contre le groupe. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas les... Je veux pas cibler les organisateurs, même si j'ai des doutes au niveau du financement, mais il y a des éléments à l'intérieur de la manifestation qui sont clairement des électrons libres qui peuvent être même dangereux. Mais c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les organisateurs et le résultat de la manifestation. Donc, tu sais, il faut faire la différence. Tu sais, on parle beaucoup d'Ottawa, mais le pont Ambassadeur, quand même, aussi. Moi, je pense qu'Ottawa, ça aurait pu durer encore plusieurs semaines parce qu'ils sont plutôt, je sais pas, là, ils n'ont pas l'air de vouloir faire de quoi, mais le pont Ambassadeur, il va falloir que ça se passe et ça va se régler avant la fin de la semaine. Je suis pas mal certain là, qu'on va, à un moment donné... c'est parce que c'est un lien économique. Là, là on est en train de toucher à la sacro-sainte économie. Si on compare avec ce qui est arrivé il y a 10 ans, puis mais non, il y a 30 ans, mais en même temps, il y a 10 ans, c'était la même affaire. T'sais. On manifestait, les casseroles, etc. Il y a quelque chose qu'on veut déranger dans une manifestation, mais c'est sur l'occupation. Je veux dire, elle est là, la différence. Moi, tu parles de, par exemple, un caca sur la statue territoire ou la personne qui a uriné sur la tombe du soldat disparu. Tu te souviens-tu du scandale quand il y a quelqu'un qui avait peint avec de la peinture à l'eau le carré rouge sur les soldats? Oui. Excusez, mais ça a fait pas mal plus scandale, là. Non, mais c'est ça. Mais il y a une perception de la population, je sais pas. Il y a de quoi d'étrange, en fait, dans ce mouvement-là. Parce que, tu sais, l'idée de militantisme, l'idée de revendiquer plus de droits de liberté, ça vient souvent avec l'idéologie de gauche, mais là, on voit que c'est financé par... La droite. Fait que il y a une difficulté d'analyse qui est claire aussi. Mais il y a quelque chose que je vais répéter, je l'ai dit à l'émission de la semaine dernière, c'est créatif à la base, le convoi de la liberté. Moi, je félicite le concept du convoi de la liberté. Tu respectes les normes sanitaires, tu as un impact médiatique, tu déranges, mais tu es aussi visible pour l'ensemble de la population sans nuire à leurs besoins. Là, ça l'a débordé. C'est ça. Là, ça l'a débordé. Mais le principe du convoi de la liberté, chapeau. Tu parles avec l'outil de travail que tu as, qui est ton camion. Ouais. Tu parles avec l'impact que tu as en tant que camionneur, qui est... Camionneur, là, c'est quand même pas le bas de l'échelle. Je sais pas quel terme utiliser, mais... C'est des bons salaires. Non, mais c'est pas le bas de l'échelle dans le sens où... pas avoir des bonnes conditions de travail, mais c'est quand même le premier contact. C'est celui qui va... Comment notre économie peut fonctionner? C'est la base de la chaîne d'approvisionnement. C'est la base de la chaîne d'approvisionnement. C'est les grands oubliés, souvent dans plein de projets, mais qui ont un impact important. Donc ça, là-dessus, il faut se le dire. Chapeau, comment ils l'ont fait. Comment ils font aussi démontrer l'impact que ces mesures-là ont sur eux, puis combien les exigences ont eu sur eux. Bravo! Mais le débordement violent, mais violent de différentes façons. Mais très verbalement aussi. Puis moi, je suis un peu tanné, là, puis je l'ai déjà dit en ondes, mais je le redis. Là. Moi, ceux qui comparent nos gouvernements avec des dictatures, là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Voyagez un peu, là, allez passer une semaine d'une dictature, là, juste pour réaliser qu'on ne vit pas d'une dictature, rien que le fait de le dire. Ben oui, allez sur la plage rose à Moscou là, et dites Poutine, c'est un dictateur. Je vous donne 5 minutes avant d'être d'un camion tabassé en route pour la prison. Là. Pour vrai, là. Puis ça, c'est même pour ne plus jamais être vu. Ouais, là, j'ai pas mis ça, mais bon. Tu sais, c'est pour ne plus jamais être vu, qu'on n'ait plus personne avec de nouvelles. En Chine, c'est la même chose. Mais non, là, puis je trouve que le ton lacrimonieux de s'insulter, là, ça crée des scissions. Là, si on veut discuter, dialoguer, bien, changeons de ton. As-tu vu les manifestations en Chine présentement? Non. Alors que c'est un des places où ça a été les pires puis qu'il y a eu un démarrage. Faisons la différence. Ouais. OK, on parle quand même d'une dictature qui a été mise. Oui, on a même comparé avec la place Tiananmen en 89. Là. Écoute, là, pour vrai, là, j'ai pleuré un peu de sang. Là. Non. Mais ça, c'est mal connaître son histoire et de mal comprendre la géopolitique mondiale. Là. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut dire aussi les vraies affaires. Là. On est chanceux de pouvoir avoir le droit de manifester puis de dire, maintenant, est-ce qu'on peut le faire de la bonne manière? C'est comme, moi, je prends l'exemple de Québec. Je trouve que c'est une manifestation honnête. Puis ça a son impact aussi. Ça a son impact, puis... mais, tu sais, c'est tellement un problème complexe pour les organisateurs puis le système policier.
C'est un problème complexe, c'est un gros spaghetti. C'est parce que personne ne veut prendre le blâme pour quand il va se passer quelque chose. Rob Ford, entre autres, a attendu parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de ses partisans qui vont peut-être être là. Fait que là, il attend que ce soit Trudeau qui prenne les décisions d'envoyer, je sais pas, l'armée, la police, pour quand le scandale, ça va y retomber sur le dos. Là, parce que quand ça va brasser, ça sera pas plaisant pour personne. Là, je vous le dis. Bref, il reste presque plus de temps, puis je voulais qu'on parle du cas de Joël Lightbound, parce que tout ça, ça a un effet même à l'intérieur des partis politiques. Hein? On voit qu'il y a une certaine dissidence de M. Lightbound, mais il l'a fait de manière tellement digne, posée, avec des arguments, tranquilles, juste à exprimer qu'il y avait un malaise, puis qu'à un moment donné, il fallait peut-être changer, tu sais, à un moment donné, plus aussi faire la pédagogie de ce qui se passe et pourquoi, parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent plus là, pourquoi on est encore là. Je trouve qu'il y avait un discours sain. Maintenant, c'est rare qu'on voit de la dissension à l'intérieur d'un parti comme le Parti libéral. Ouais. Mais il reste que je trouve ça sain que le parti ait dit « OK, venez, on va en discuter ensemble, puis on verra. » Bon, ça va sûrement laisser des cicatrices, mais en même temps, la pandémie, tout ce qui se passe en ce moment va laisser des cicatrices dans tous les partis. On a vu ce qui s'est passé avec les conservateurs la semaine dernière. Il ne faut pas oublier que le milieu politique n'est pas hermétique à la réalité à l'extérieur. Donc, tu sais, on n'entend pas beaucoup de dissensions parce qu'on veut quand même un milieu politique qui est solidaire face à une situation où on demande de la solidarité. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas un milieu hermétique. Bien, peut-être parce que les gens se parlent. Peut-être parce que... Il faut se parler si on veut s'entendre. Donc, c'est en plus petite échelle qui se vit. Donc, je ne connais pas M. Lightbound. J'en ai entendu parler face à ça. Mais toi, tu m'as raconté que c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Ah, ben moi, j'ai eu l'occasion de le croiser à quelques reprises, là. Et puis, moi, je trouve... Ça, ben, je sais pas, j'aime beaucoup cet homme politique-là parce qu'il est posé et est extrêmement brillant. Il comprend très bien la politique. Qu'on soit d'accord ou non avec ses points de vue politiques, l'homme est un homme intelligent. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va ressortir du lot dans le temps. On verra, il est encore jeune. Mais je trouve qu'il a fait ça de la bonne manière, puis qu'il a osé aussi dire, et il avait averti, hein, tu sais, il fait ça de la bonne manière. Il avait averti son parti, il avait averti son caucus, je vais faire ça. Puis ils l'ont laissé faire. Ça l'a amené il a même démissionné de son poste là, de représentant politique au Québec. C'est correct tout ça. Je pense que ça fait partie d'un système démocratique. Bref, il nous reste 30 secondes. Le mot de la fin serait quoi pour la prochaine semaine, chère Joanie? Bienveillance, surveillance et... qu'est-ce que je pourrais rajouter? Quelque chose que tu m'as dit avant le début de l'émission. Oui. Connaître l'actualité, se tenir au courant, ça donne des conversations intéressantes, puis ça nous permet à tous d'avancer dans la société. Bien, je trouve, moi, que plus on va fouiller l'actualité, plus on va l'analyser, puis on n'a pas à avoir raison tout le temps, mais quand on le fait de manière saine, je pense que ça nous rend plus intelligents dans nos débats, puis on arrête de parler d'affaires qu'on a entendues, qu'on n'est pas sûr, on se fie un peu sur des... Et c'est pour ça que j'ai aimé ta présentation du début. Je suis une personne ordinaire, j'ai des opinions ordinaires, puis c'est ce qui fait le plaisir d'échanger avec l'ensemble des citoyens. Merci, Joanie, tu es pour ça extraordinaire. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une très belle semaine. Au revoir.